Europe 1, mai 68. La photo de Paris à cette heure-ci, c'est un désordre incommensurable. La révolte sur les ondes. Je vous demande de rejeter la haine. Non à De Gaulle. Plus rien ne semble sous contrôle. Le général de Gaulle disparaît. Le Premier ministre, Georges Pompidou, décide la réouverture de la Sorbonne dans l'espoir de calmer le jeu, sans résultat. Le conflit, désormais social et plus seulement étudiant, paralyse le pays. Nuit et jour, les reporters d'Europe numéro 1 sont sur le terrain. Alain Cancès, Pierre Lavigne, Fernand Choiseul, Gilles Schneider et Julien Besançon, qui constatent le fossé qui se creuse entre étudiants et syndicats. Du côté de la CGT, du Parti communiste, coup d'arrêt, attention, provocateur, c'est le mot qui est employé alors. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, sans doute, du côté du Parti communiste et de la CGT, l'on craint qu'il y ait des manifestations dans la rue qui débouchent sur quelque chose qui ne serait pas contrôlable de leur point de vue. Jeudi 23 mai. Alain Gesmar, après la manifestation d'hier au soir, il y a eu des bagarres. Vous désavouez ces bagarres ? Nous comprenons ces bagarres. Nous disons que la manifestation d'hier s'est déroulée dans un calme parfait, dans une discipline parfaite. Nous avons noté, comme tout le monde, que plusieurs heures après, un certain nombre de groupes se sont heurtés aux forces de répression. Et nous disons que dans le climat de tension actuel, nous les comprenons parfaitement. Ce n'est pas à notre appel, ce n'est pas sous notre contrôle que ça s'est passé. Nous n'entendons pas leur infliger un désaveu. La prochaine fois, c'est pour quand et comment ? La prochaine fois, c'est pour demain. Demain soir, au moment même où le général de Gaulle va faire un discours. Nous sommes le 24 mai. Place de la Bastille, le traitement réservé par les forces de l'ordre aux étudiants et à la CGT n'est pas le même. Alain Gesmar, Jacques Sauvageau en tête vont parlementer. Laissez-nous passer, la CGT est bien passée tout à l'heure. Non, répondent les CRS. À ce moment-là, on sent, et je crois vous l'avoir dit à ce moment-là, il était 8h moins 5 environ, on sent qu'il va de nouveau se passer quelque chose. Il n'est pas possible, compte tenu de l'ambiance de la rue de ces derniers jours, que cette masse de 40 000 personnes puisse simplement, à ce moment-là, dire « bon, eh bien tant pis, on rentre chez nous ». Il est 20h, le général de Gaulle prend la parole à la télévision et à la radio. Une sorte de silence étrange et très impressionnant se fait sur ces 40 000 personnes. L'on entend des quelques transistors qui sont là sortir la voix du général de Gaulle qui est écoutée dans un silence parfait. Aussi bien d'ailleurs du côté des CRS que du côté des manifestants. Et puis, sur les dernières phrases du général de Gaulle, quelques cris. Au moment de la Marseillaise, sort l'Internationale et presque immédiatement, en 2-3 minutes, la première barricade s'élève, la seconde barricade s'élève et des barricades solides. Alors, en l'espace de quelques minutes, tout a changé ici. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de calme. Maintenant, les manifestants commencent à dépaver. Actuellement, je ne sais pas, je ne vois pas si un service d'ordre peut contenir ce qui se passe. Depuis 2 jours, les reporters d'Europe numéro 1 sont privés de radiotéléphone. Ils ont été coupés sur ordre du ministre des PTT. Pour intervenir sur l'antenne, ils utilisent les téléphones des particuliers ou traversent tout Paris pour rapporter leur reportage à la rédaction. Cette nuit-là, il est 3h du matin, Julien Besançon décrit ce qu'il vient de voir. La photo de Paris à cette heure-ci, c'est un désordre incommensurable, invraisemblable, dont il est impossible actuellement de tirer sur l'instant autre chose que cette image d'un immense désordre, sans ligne directrice, sans qu'il soit possible d'en tirer des lignes de force. Le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, identifie 2 types de manifestants qui cherchent à tout prix la violence. La première catégorie, c'est la pègre. La pègre qui est en train de sortir du fond même des pavés de Paris. Et la pègre, c'est quelque chose d'affreusement dangereux. C'est quelque chose qui, à tout moment, peut devenir meurtrier. Et puis, il y a les anarchistes. Les anarchistes, on sait très bien ce que c'est, les hommes au drapeau noir. Je peux vous dire que j'ai la preuve formelle qu'il y a là quelque chose de délibéré et de dangereux. Dans la nuit du 25 mai, à Lyon, un commissaire de police, René Lacroix, trouve la mort après avoir essayé de freiner la course d'un camion lancé contre les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, un appel à la paix et à l'unité est lancé par une personnalité qui n'est ni universitaire, ni politique, ni syndicale, l'archevêque de Paris, Monseigneur Marty. Dans les jours qui viennent, que tous aient le courage de réfléchir pour maîtriser avec leur raison le jeu des forces anarchiques. C'est comme évêque que je vous parle. De toute ma conviction, je vous demande de rejeter la haine. Le 25 mai,
Pour sortir de la crise, le gouvernement choisit de réunir autour d'une même table les syndicats et les représentants patronaux sans les étudiants. 2 journées de négociations qui vont déboucher sur les accords de Grenelle. Le Premier ministre, Georges Pompidou, se félicite de ces accords. Quels que soient les inconvénients ou les difficultés qui ne manqueront pas éventuellement de résulter pour nos entreprises de certaines décisions prises, de même que pour le budget de l'État, j'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. Augmentation du salaire minimum de 35%, de 10% en moyenne des salaires, création par entreprise d'une section syndicale, insuffisant pour une grande majorité de grévistes. Le reporter d'Europe numéro 1, Gilles Schneider, est aux côtés de Georges Ségui, le patron de la CGT, quand il prend la parole devant les ouvriers de Renault-Billancourt. 29 heures durant, quasiment ininterrompues, nous avons livré bataille face à un adversaire tenace. Il est bien entendu que les résultats, qui ne sont pas des accords d'ailleurs, je tiens à le préciser tout de suite, ne sont pas limitatifs. Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Refus de la base, et partout en France, la réaction est la même, à commencer par Marseille, comme le constate le correspondant d'Europe numéro 1, Eugène Sacomano. À Marseille et dans la région, rien ne s'arrange, bien au contraire. Il n'y a encore aucune réaction officielle des unions départementales des syndicats, mais la base de ces mêmes syndicats ne semble pas vouloir accepter les négociations. Dans le secteur public, les piquets de grève sont toujours en place et les responsables des comités commandent sévèrement l'attitude des représentants nationaux de la CGT. Les ports de Rouen et du Havre sont toujours paralysés. Au Havre, 20 000 travailleurs ont défilé ce matin dans le calme. Aucun bateau n'entre ni ne sort. À Toulouse, aujourd'hui, les adhérents de base des syndicats CGT et CFTC considèrent les avantages obtenus comme étant très insuffisants. Le jour des accords de Grenelle, un rassemblement est organisé au stade Charletti à l'appel de l'UNEF. 35 000 personnes s'y rendent. Guy Claes est présent pour Europe numéro 1. Il n'y a pas que des étudiants à ce meeting, il y a des employés, des ouvriers, beaucoup d'intellectuels, des lycéens, des militants aussi, des faux, de la CFDT, et j'en ai vu aussi, il faut le dire, de la CGT. Il y a ici des ouvriers, des travailleurs, des étudiants, des enseignants qui veulent en finir avec le pouvoir gaulliste. À ce rassemblement est présent en simple militant du PSU Pierre Mendès France. Il ne prend pas la parole, il le fait 2 jours plus tard lors d'une conférence de presse. Nous ne savons plus très bien aujourd'hui où en est le régime. Nous ne connaissons pas ses intentions, ses décisions. Nous ne savons pas s'il y a encore un gouvernement, si à brève échéance le régime tout entier n'aura pas reconnu son échec et s'il en aura tiré des conclusions. De son côté, François Mitterrand, le président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, propose un gouvernement provisoire dirigé par lui-même ou par Pierre Mendès France. Et en cas d'élection présidentielle, il sera candidat. Sur Europe numéro 1, les auditeurs s'interrogent sur l'action et même sur l'existence du pouvoir en place. On nous a habitués depuis un certain temps à ce que ce soit le général de Gaulle qui tranche tous les problèmes au point de vue intérieur. Alors, je me pose la question suivante. Le général de Gaulle est-il devenu incapable de pouvoir régler un problème intérieur? Et alors, à ce moment-là, on se demande pourquoi nous les payons et pourquoi ils sont là. Mercredi 29 mai, 11h. Le général de Gaulle appelle brièvement au téléphone Georges Pompidou et il finit par une phrase inhabituelle qui inquiète le Premier ministre. « Je vous embrasse ». Aussitôt après, et dans le plus grand secret, il se rend à Baden-Baden rencontrer le général Massu, commandant en chef des forces françaises en Allemagne. L'aide de camp du chef de l'État, l'amiral Floïc, et du voyage, en 2008, il racontait sur Europe 1 les coulisses de cette disparition. Quand nous sommes arrivés sur la pelouse, Massu était au garde à vous, le général est descendu, et il a aussitôt provoqué Massu. Elle lui a dit, alors Massu, tout est foutu. Foutu, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait depuis 1940.
Et Massu a eu une parole qui m'a beaucoup réconforté d'ailleurs, c'était « Un homme de votre prestige a encore des moyens d'action ». Quand j'ai revu le général à 16h, j'ai trouvé un homme complètement transformé. Il avait pris sa décision. Je considère que l'action de Massu a été certainement déterminante. Déterminante. Au cours de l'entretien avec le général de Gaulle, le général Massu a trouvé les bons mots, il le reconnaît. J'ai employé des mots qui m'ont paru sur le moment, quand ils sortaient de ma bouche et de mon cœur, assez durs, pour que j'hésite par moment, en me disant, est-ce que tu es fou de lui dire des choses pareilles? Et c'est lui qui, à ce moment-là, s'est relevé, puis qui m'a dit, continuez. Alors j'ai dit, bon, ça va, je suis sur la bonne voie. Alors là, j'ai foncé, quoi. La disparition du général de Gaulle va durer 24 heures. Le 30 mai, il réapparaît, réunit un conseil des ministres extraordinaire et prend la parole à la radio pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aussitôt le discours prononcé, plusieurs centaines de milliers de personnes convergent vers les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Depuis plusieurs jours, des soutiens au général de Gaulle avaient appelé à manifester. Un fidèle du général de Gaulle, le député de Paris, René Capitan, exulte. C'est le de Gaulle des grands jours. Chacun l'a compris dans le pays, et moi tout le premier. C'est pourquoi le pays l'entendra et le suivra. Pendant toutes ces semaines, la rédaction d'Europe numéro 1 s'est constamment interrogée sur la manière de couvrir et raconter ces événements. À l'époque, tout était nouveau dans cette façon de faire de la radio. Les propos de Maurice Siegel, le directeur général de la station, diffusés sur Europe numéro 1 en 1968, restent aujourd'hui encore d'actualité. Le travail que nous avons à assumer n'est pas un travail facile, vous devez l'imaginer. Il est difficile pour un reporter qui se trouve dans la rue de donner immédiatement, sur le champ, ce qu'il voit, ce qui se passe, parce que ça peut être un nouvel appel à l'émeute. Et l'émeute, ça peut amener des morts et du sang. Nous avons fait un travail d'informateur, dont nous sommes fiers, je vous le dis et le répète. Nous ne prenons pas le micro pour y déverser n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle cette information, nous tenons de la manier avec prudence. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons de faire.